Pourquoi Parce que cette politique n'est justement, pas orientée dans le littoral, par exemple, à oui, l'est parce que, Cameroun, oui, parce que au centre, au c'est à sud? travers eux qu'on peut bien contrôler, n'est-ce pas, tout ce qui est des ressources du Cameroun. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient accepté de collaborer avec eux et on aurait donc les pouvoirs vers eux pour qu'ils essaient un peu de bien évoluer. On ne peut pas donner les mêmes pouvoirs ailleurs alors que leur complice est à l'ouest. Donc on fait tout ça pour essayer de renforcer leur pouvoir afin donc de réaliser le rêve que la France leur avait assigné. Et ça, ce sont des choses que c'est nous qui devons les détecter. Eux, ils ne nous le diront jamais. La France compte sur ces gens. Le problème, c'est que les choses, c'est parce que nous sommes coriaces, c'est pour ça que nous respirons un peu. La France est partie, la France n'est pas partie. C'est-à-dire la France est toujours là. La France c'est la France maintenant à la peau noire. C'est-à-dire que les Bamileke représentent la France au Cameroun. Donc pourquoi donc dire que le chef d'État est un France-africain? Non, alors, ce n'est pas du tout ça. C'est une façon de nous orienter Pourquoi ils le disent vraiment alors tous vers les jours, ils le l'État. crient sur tous les panels? C'est pour nous orienter vers l'État. C'est-à-dire que tout l'État, il faudrait que ce soit la faute de l'État. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et même eux-mêmes, ça ne devrait pas vous surprendre quand vous voyez que ce sont ces gens-là qui poursuivent le chef de l'État partout. Parce que justement, il tend déjà vers sa fin et il ne voudrait pas perdre des intérêts. Donc, il faut en découdre le plus rapidement possible pour le remplacer par quelqu'un d'autre, en le remplaçant par quelqu'un d'autre. Parce que le plan continue. Le président Donc le Paul fameux Biya, changement dont tu parles, ce n'est qu'un slogan vide non, non, c'est un slogan. En fait, ou un je peux le changement dire avec simplement tout de le personne respect. parce que si on se base à ce que tu viens de dire, et puis tout ce que nous disons, moi-même je le dis d'ailleurs avec les éléments que j'ai, tout porte à croire. Et force est de constater que actuellement, en dépit de ces éléments-là, il y a d'autres éléments encore qui sont par exemple, quand nous regardons au niveau des actions de la Chambre de commerce, des actions directes, hein, on a le JICAM qui est une ramification aussi de cette histoire, qui est représenté aussi par Monsieur Tawamba, et on a la Chambre de commerce représentée par Monsieur Christophe Ekin. Nous avons les ONG, quand elles s'installent au Cameroun, qui sont représentées en majorité par les ressortissants de l'Ouest bamileke. Quand nous regardons, enfin voilà, tout ce qui est investissement direct, comme j'ai dit, de la France, c'est-à-dire tout ce que la France fait directement, c'est toujours représenté par les gens de l'Ouest bamileke. Bon, sachant que quand on regarde notre nation, il faut quand même comprendre que notre pays, si on fait une étude stratégique économique justement sur les ressources naturelles chez nous, vous allez comprendre que euh, avec les infrastructures de commerce que le chef d'État a essayé de mettre sur pied au Cameroun afin d'amorcer justement sa fameuse stratégie d'émergence en 2035, il y a eu beaucoup de choses. Le Cameroun a quand même des atouts géoéconomiques conséquents. Nous avons une abondance par exemple, de ressources naturelles, comme on le dit souvent, le pétrole, le gaz et tout ça. Nous savons que nous sommes un bon producteur de pétrole. On développe des projets gaziers, le gaz naturel qui est fait à Kribi. Toutes ces ressources-là, c'est-à-dire des pétroles, de gaz, ils sont issus de la zone quand même de la forêt. Quand on regarde sur le plan de l'agriculture, par exemple, nous sommes le Cameroun s'en sort quand même, parce que quand je regarde le chiffre, comment ils appellent ça, le bilan économique de 2023, là, de l'INS, on voit que le Cameroun, et quand on regarde même les autres pays de la sous-région, le Cameroun est un exportateur de cacao important. Je pense que nous sommes même le principal exportateur de cacao d'ailleurs au niveau de l'Afrique centrale et même du coton, du café, de la banane, sachant que le café et la banane c'est pas des quantités incroyables, hein. Ce sont quand même c'est maigre comme quantité. La banane aussi, nous sommes principal producteurs, ça c'est sur l'agriculture. Sur les mines, par exemple, la bauxite, le fer, le diamant, tout ça qui a été lancé, Mbalam, Grand Zambi, etc., l'Est Cameroun, patati patata, au niveau
On a encore quoi aussi qui est un produit phare aussi pour l'exportation. Nous avons le bois. Le bois aussi qui est, oui, la forêt, filière de bois qui constitue, c'est une source de revenus aussi majeure pour nos exportations. Le Cameroun se présente en général comme étant un hub économique régional sérieux. Douala, Kribi, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, tout ce que je viens de citer là, vous allez constater que euh, toutes ces matières premières sont issues de la zone de la forêt. Mais quand on regarde ce qui est quand même ce qui est produit ailleurs, le Grand Nord, il n'y a pas beaucoup de choses de coton. Voilà, on va dire que 1,1%, 3 ou 2% de choses qui sont issues de là-bas. Bon, eux, ils sont gentils, ils ne nous embêtent pas. Ils vont cultiver, ils vont récolter, ils vont acheminer, ils vont vendre, ils vont encaisser les devises. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Moi, ils ne me posent pas de problème. Mais pour nos compatriotes qui sont à l'ouest, par contre, eux, pour dire que simplement l'ouest bamileke, hein, qui produisent quand même, qui réussissent quand même à produire moins de 1%. Enfin, oui, moins de 1% de devises du Cameroun. C'est quand même assez, à Fonet, j'ai envie de dire, c'est quand même assez, c'est pas grand chose, 1%. 1%, ça veut dire qu'ils sont même moins de 1%, parce que le PIB du Cameroun, si vous voyez, si on se base sur un élément de comparaison, on va regarder, par exemple, au niveau de tout ce qui a été envoyé chez nous comme enfin, le transfert d'argent. Le transfert d'argent de la diaspora camerounaise est à hauteur d'à peu près 1% du PIB du Cameroun. Donc, vous voyez que l'Ouest ne s'en sort même pas avec 1% de... L'Ouest, en principe, l'Ouest n'a même pas besoin de produire assez. C'est l'Ouest qui contrôle la production du Oui, Cameroun. d'accord, je Donc, vais y arriver. pour eux, c'est comme s'ils étaient comme quelqu'un dirait, des nègres de maison. Ce sont eux qui contrôlent exactement notre économie, notre production, et qui d'ailleurs l'exploitent. Ça ne devrait même pas nous surprendre si l'Ouest ne produit rien. Parce que qui sont ceux qui utilisent nos productions en termes d'exportation et importation? Ce sont eux. Donc, pourquoi même encore se gêner au niveau de la production si ce sont Ce que ces... j'ai envie de dire, à Fonet, c'est que l'analyse que je suis en train de faire, c'est pour dire quoi? Pour conclure en disant que quand on regarde tout ça, avec toute cette production, tout ce que j'ai essayé de citer là au niveau de la géoéconomie, de la position du Cameroun, de ce que nous produisions, voilà, il y a certains défis aussi qui sont de l'autre côté. Et après, on va conclure en disant que forcément, euh, l'Ouest ici est assise, la région, si vous voulez, la région de l'Ouest est assise en grand maître sur toutes ces devises. Regardons maintenant sur ce qui est importé. Parce que la Chambre de commerce va justement encadrer tout ça. Tous ces gens qui vont importer, surtout les importateurs, les exportations aussi. Oui, on peut voir qu'il y a quand même certaines personnes qui exportent par certains canaux. Mais bon, au niveau des importations et des devises, les hommes d'affaires, enfin, hommes d'affaires, c'est trop dur, hein. Les Bayam Salam, Les les Bayam Bayam Salam, Salam que nous c'est bien savons, comme ça, les Bayam les Salam. fameux opérateurs économiques qui ont, au-delà de la tâche économique, ils ont aussi une tâche de responsabilité politique. Parce que ces gens-là, qui sont tous à la Chambre de commerce, sont aussi dans des partis politiques. Donc, je pense ils se doivent d'accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il essaie de mettre sur pied comme politique économique nationale. Mais en 63 ans, Fronet, qu'est-ce que nous avons vu? Il n'y a rien. Les infrastructures que nous avons aujourd'hui au Cameroun, le chef d'État c'est-à-dire, il s'est battu à pouvoir signer des accords avec des pays tels que la Chine, qui ont quasiment investi sur toutes nos infrastructures actuelles. Même par exemple, Lompanga, le palais de congrès de Yaoundé. Nous avons vu aussi plus récemment le port autonome à eau profonde de Kribi, la route Douala-Yaoundé qui est toujours des Exim Bank, les financiers chinois. Mais nos financiers là, ils font quoi avec l'argent? L'argent là, ils le mettent où? Moi, plusieurs fois, j'ai posé cette question. Moi, je dis, ils sont riches, mais
Je ne vois pas où passe leur argent. Le Cameroun on a l'impression que c'est sur place. Est-ce que c'est un argent qui est au profit, qui va au profit, n'est-ce pas, de ces actements qui nous pillent, ou alors c'est une façon de garder de l'argent en attendant que le coup d'envoi soit donné? Moi, je dis les financiers, est-ce qu'on en a? On n'a pas de financiers, monsieur Bangadou. On n'en On a a, pas, effectivement. on Donc en moi, a je pense que pas. quand on regarde les articles de la Chambre de commerce, la même Chambre de commerce nous dit que ils peuvent coopérer directement avec d'autres chambres consulaires, ils peuvent amener des investissements, ils peuvent coopérer même avec l'État, la nation. Elles peuvent même se substituer même à certains services publics de l'État. Elles peuvent même jouer le rôle de service public de l'État. Mais cette Chambre de commerce est partout. Donc, ça veut dire que si on la consulte pour voter des lois, par exemple, la loi des finances, elle est consultée, on lui demande son avis, on dit bien qu'on lui demande son avis. La Chambre participe et la démission définie, elle est encadrée, il y a plein de choses, même au niveau de ces devises. On leur impose de stocker ces devises à la CEMAC, à la BEAC, si vous voulez. Et la BEAC dit que ces gens ont 150 jours à Fronet pour rapatrier leur argent. Donc il y a ici une réelle volonté de ne pas développer le Cameroun. Mais Notre tout à économie fait, est tout asphyxiée. à Elle fait, est asphyxiée. tout à fait, Quand vous monsieur avez Bangadou. 150 jours, Moi, je fais donc il sur faut le attendre relief, 150 jours pour rapatrier l'argent au Cameroun. Et je pendant fais ce sur le temps, les relief Camerounais sont là, ils quotidien. crèvent. Ils n'ont pas de devises, ils n'ont pas de liquidité, comme on a vu là. Mais où sont donc les fameux hommes d'affaires, les riches là, qui se vantent comme étant les Et, grands économistes? non, non, ils ne peuvent pas, même s'ils ont de l'argent, ils ne peuvent pas. Il faut d'abord appauvrir les peuples pour enfin les dominer. Ils ne peuvent pas. Malheureusement, on a compris leur jeu. Je vous dis, c'est la même démarche quand c'est vrai que de temps en temps, il y a des moments aussi, il faut qu'on cesse peut-être de pleurnicher. Mais je dis, ces gens, ils ont été très bien formés depuis plus d'un siècle. Et je suis en train de vouloir souvent constater quelque chose. Vous savez, ça se dit partout, hein, que les Occidentaux veulent l'Afrique sans les Africains. Et pour le faire, il faut l'appauvrir. Comme ça, ils auront toujours la main mise jusqu'à ce qu'ils vont peut-être encercler, en fait, occuper toute l'Afrique, en fait, recoloniser l'Afrique, pour vous dire. Bon, pour ce qui est des nôtres, de ces gens-ci, c'est-à-dire que les gens de l'Ouest, et pour toujours essayer de situer les gens là où il faut pour qu'ils ne se perdent pas, les Bamileke ont été des alliés, n'est-ce pas, des Allemands et des Français par la suite. Donc, ils ont été très bien formés et ils maîtrisent le système de comment appauvrir les autres pour les dominer. Ils sont dans la même démarche. Cet argent qu'ils ont là, pourquoi? Justement, la question se pose toujours. Ils ont de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils en Je font? veux te même dire que cet argent est stocké où? Oui, mais c'est à l'extérieur. Voilà. Donc, l'argent est stocké chez leurs amis. Oui, oui, c'est à l'extérieur. Mais ce n'est même plus un doute. C'est à l'extérieur. L'argent, si l'argent est stocké au Cameroun, ça va tourner. Ça va tourner et ça va, même s'ils ne veulent pas, ça va profiter quand même ne serait-ce à Tu 40% à n'as la pas vu la population. dernière campagne qui a été lancée pour aller justement récupérer tous ces milliards qui sont dans les nuages? Le recouvrement fiscal, c'est, Il y a une c'est, campagne de... Non, après, tout ce qui est, oui, tout ce qui est dans ce sens, oui, ça peut être aussi vu sous cet angle-là, mais il y a une réelle campagne qui est lancée pour justement faire un audit un peu de tout ça et voir ce qu'il en est. ça, c'est quand on observe un peu la politique au Cameroun, parce que là, il faut suivre beaucoup l'actualité pour essayer d'aller comprendre. C'est vrai que je ne regarde pas assez. J'ai entendu quelqu'un nous dire ici que c'est Samuel Foyou, c'est le propriétaire d'Afriland. Ah bon? Afriland First Band, c'est pour lui. Non, non, Afrique a comme action pas plus de 15%. Afrique Toi, tu es allé loin, je crois que c'est combien déjà? L'État a plus de 85.
Je crois qu'Abdel Karim nous avait déjà expliqué ça ici. Ouais, 98%, il a dit Abdel Karim, je pense, dans Voilà. ces eaux-là. Donc, en termes d'action, Oui, Texas, j'ai un peu faim, je mange un peu. ok, Texas, c'est là. Texas, Mais fais-la monter, qu'elle vienne nous dire bonjour quand même. comme si elle ne veut même plus parler. C'est même pas si, ou bien on l'a déjà muselé quelque part qu'elle ne veut même plus parler. Mais les gars, montez sur le panel, hein. On ne mord pas là. Texas, faut Dans monter. le panel, il y a un sujet, les gars, vous montez, on dit Tu pas. redescends, c'est quoi? Tu ne veux pas souvent qu'on entende ta voix comme ça, quelqu'un dort bien. Oui. Hein? Tu vois seulement, tu lances les flèches, après tu pars. En fait, les Bamileke, ils sont dans la même démarche, c'est-à-dire que avoir le Cameroun sans les autres Camerounais, et pour atteindre des objectifs, il faut définitivement, il faut d'abord appauvrir la population. C'est pour ça il faut rendre les gens dépendants pour du fodaté. Voilà. Et là même encore, c'est que bon, c'est un peu au vu de tout le monde, mais il y a encore autre chose très invisible. C'est ce fait de faire semblant d'investir alors qu'on est en train de tout sucer. Il faut regarder au niveau des exportations. D'abord, on commence par constater que ceux qui produisent ne sont pas ceux-là qui vendent. Donc, effectivement, la chance que nous avons eue, c'est que le grand pasteur Abdel est venu nous édifier. Donc, les plans sont dans l'eau, là. Voilà. Parce qu'on nous a fumé pendant des mois, là. Oh, Paul Biya, la monnaie fiduciaire, monnaie scripturale. Oh, le Cameroun. Maintenant, tu vois qu'avec du recul, quand tu regardes tout ce qui s'est passé, là, comme Abdel Karim le dit souvent, le grand pasteur, j'aurais aimé qu'il soit ici avec nous aussi, mais bon. Comme il le dit souvent que 1932, pendant que nous on était encore aux travaux forcés, à faire le cacao forcé là, les autres ils étaient déjà en train de faire des coopératives. C'est pour ça que j'ai parlé ici de communauté, l'organisation, parce que c'est bien beau que nous soyons là à dire que oui, nous allons faire quoi? Comme certaines personnes viennent croire que l'État du Cameroun c'est un jeu de cartes. Il vient nous dire qu'on va reboxer les cartes. Vous croyez qu'il suffit d'acheter les paquets de cartes et reboxer ça? Peut-être c'est une figure de style. Non, l'image n'est même pas appropriée. Nous sommes dans un état sérieux. Restons sérieux. Ce n'est même pas approprié à penser. Il faut que l'État soit remis à zéro. Qu'on voit comment faire. Et puis, on verra comment ça se passe pour nos compatriotes là. Hein, parce que moi, je me demande pourquoi ils n'investissent pas. Mais investissez. Moi, je veux savoir quel est l'homme d'affaires qui s'est fait d'ailleurs dans sa région. Moi, j'en connais pas. T'en connais, toi? Moi, déjà, s'il faut partir d'avant des arachides, c'est toujours en balmaillot. Déjà que c'est pas possible. Oui, les arachides là même, je pense même que les arachides là, c'était quel genre d'arachides? Moi, mais je vais commencer à vendre les arachides. Hein. Beaucoup ont fait leur fortune au centre, au sud, à l'est, littoral, mais à l'ouest, moi, je ne sais pas. Hein. Je veux vendre les arachides à Fronet. Moi, je veux commencer. Parce que là, moi-même, je veux le milliard. Hein. Mais mon frère, qui ne veut pas l'argent? Mais à Fronet, vendons les arachides. Non. Tout ça, comment ça va, les arachides dans l'argent? Hein? C'est la distraction. Nous savons, il y a eu Kodak qui avait participé à leur évolution. Il faisait partie de ceux qui leur avaient accordé l'argent. Je crois que c'était Kodak, non? On avait cité le nom là. Parce qu'il y avait quand même un moment quand l'État octroyait un peu des avantages à beaucoup. Mais François Margalega, faisons la coopérative de vente des arachides. Je sais pas, les gars, je vous dis, je suis sérieux. Hein? Moi, je veux vendre que le grain d'arachide seulement à 200 000. Même s'il faut faire 200 ans, on ne peut pas s'enrichir en vendant les arachides. Non, mais François Victor, il a fait comment à Fonette? Arrêtons aussi un peu avec
les Bah, discours là. Ah, cette ce sont les histoire-là, c'est discours comme ça. d'Inkwasa. Fosso Victor fait comment? Peut-être c'était pour booster un peu, pour essayer d'encourager les gens dans cette Oh, matière. Fronet, arrêtons aussi avec les discours d'Inkwala. Fosso Victor fait comment? Votre Victor a été épaulé par l'État. C'est très simple. Non, mais tu sais que non, ce sont les travailleurs et ils travaillent toujours seuls. Hein. Ça même faut y avoir construit à Finlande First Bank seul. Seul. C'est l'État qui a fabriqué tous Mais ces ce sont les emplois. bosseurs, ce sont des grands bosseurs. Il ne faut pas dire que c'est l'État. Non, l'État n'a rien fait. L'État n'a rien fait, il ne faut pas dire ça. Parce que. Ce qui est pire, ils ne paient même pas assez d'impôts. Parce que si au moins, avec tout ce qu'ils ont là, ils payaient les impôts, ça aurait aidé l'État à ne pas constater trop de difficultés au niveau, n'est-ce pas, de la masse salariale. Le problème est arrivé au niveau où, même pendant. Mais il faut me dire, il y a un truc là que les gens n'arrivaient pas. C'est vrai que les gens arrivaient souvent à en parler, mais pas assez. Pendant la dévaluation, déjà à deux reprises, du franc CFA, tu te rappelles, non? Il y avait, c'est-à-dire, on avait Les 90. constaté une crise énorme. 93, Des fonctionnaires ont commencé à souffrir. Mais ces gens-là, eux, ils vivaient à 1000 à l'heure. Ils vivaient à 1000 à l'heure parce qu'ils avaient déjà derrière des gens qui créaient déjà des fonctionnaires fictifs qui prenaient plusieurs fois, c'est-à-dire que à la place de plus d'une personne, des salaires. Donc le cas de Lebou même vient même un peu plus vient être constaté un peu tard. Ils avaient déjà ce système et ils avaient déjà stocké leur argent depuis longtemps et ils tournaient avec. Donc le salaire même, ils ne les prenaient pas. C'est pour ça que ceux qui comptaient que sur le salaire avaient beaucoup souffert. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était déjà prémédité. C'était déjà prémédité pour eux. Ils étaient déjà au courant de ce qui allait arriver. Vous comprenez donc aussi ici le rôle de la Chambre de commerce qui avise, qui informe les leurs. Donc, lorsqu'il y a un coup comme ça, peut-être du FMI, vous voyez un peu, directement, ils sont avisés et ils se mettent en garde. Ça fait donc que chaque fois qu'il y avait des dévaluations, les gens qui souffraient le plus étaient ceux qui comptaient que sur le salaire. Et ils prospéraient comme ça. Certains même augmentaient les prix au lieu de les baisser, alors que les salaires étaient aussi baissés, alors que les salaires étaient baissés. Donc, pour dire quoi, les gens n'ont jamais aimé les Camerounais. Pour eux, la crise, c'est un moyen pour s'enrichir. Vous allez donc aussi constater, même au niveau de la hausse des prix sur le marché. Quelqu'un nous a dit ça dernièrement. Ils s'arrangent dans leur foyer là-bas pour venir augmenter les prix le lendemain. C'est ça qui a même causé le problème de notre SAD l'autre jour. Vous vous rappelez, non, Bangladesh, tu étais là. Bonjour Ah oui. Afronet, bonjour Général. Tu étais là, non? Bonjour Texas, mais on t'entend très loin. Pourtant, je suis très Donc proche voilà du... comment ils ont tué, évolué. Ils n'ont jamais aimé le Cameroun. Ça vient de te dire bonjour, Afronet. Oui, oh, C'est Mash. trop bas là. C'est comment, Mash? Ça va, mais merci. Ça va, hein? Ça va. Et tu vois seulement circuler en bas, là, tu jettes des flèches. Non, même pas. Je suis concentrée sur le sujet. Est-ce que tu peux l'agrandir déjà? Ah, ok. Oui. Toujours les mêmes. On fait comment? Le combat continue. Fédéralisme communautaire, démantèlement de la chambre de commerce, la décentralisation de la chambre de commerce, une solution pour le bien-être des peuples, la rivière des crevettes. C'est à moi là ou en général, je vous ai coupé. Hein. Ah, allez-y, allez-y. Oui, moi je suis pour le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme, mais surtout communautaire, hein, parce que c'est celui que Cabral Liby entreprend dans son programme politique, parce que le fédéralisme pourrait justement être une bouffée d'air frais pour l'économie camerounaise. Moi, j'imagine un Cameroun où chaque région prend les commandes de son propre développement en mettant en valeur ce qui fait sa richesse. Donc, si par exemple, on a des régions qui sont spécialisées dans l'agriculture, on a vu des rapports récents
le rapport de 2023, non, plutôt le rapport de 2018, parce que c'est ça qui prend en compte l'agriculture locale. Le dernier n'est pas encore sorti. Euh, Là-dessus, on peut voir que les régions qui sont les plus fertiles ou bien qui produisent le plus, ce sont les régions du centre, les régions du nord, les régions du sud, les régions de l'est. Ce sont des régions qui pourraient se spécialiser dans l'agriculture, dans tout ce qui est agriculture. Par contre, les régions côtières, toujours comme le sud, parce que le sud, il y a la mer, il y a l'ouverture maritime, il y a également le littoral qui pourrait se concentrer sur tout ce qui est pêche. Malheureusement, on assiste à autre chose. La pêche n'est qu'artisanale chez nous et l'agriculture aussi. Parce que on a une forte importation de nos hommes d'affaires qui, justement, n'ont pas pour mission de développer l'économie camerounaise. Quand on ne se leur pas, ils n'ont pas échoué. Ils ont tout planifié justement pour arriver à cet échec. Donc, ils n'ont rien fait pour que ça réussisse parce qu'ils sont en accord avec la mission que la France leur a donnée. Alors, on dit de quoi, parce qu'après, il ne faut pas nous censurer. Donc, pour moi, un fédéralisme communautaire serait la solution justement aux problèmes économiques et même aux problèmes sociaux que le Cameroun rencontre, parce que si les peuples justement peuvent s'autodéterminer, même à travers l'économie, ils pourraient décider de s'ils ils veulent des hôpitaux, de s'ils veulent des pharmacies, des médecins qu'ils forment, bref, prérogatives qu'on peut voir dans l'émission de la Chambre de commerce que la Chambre de commerce n'a pas pu accomplir. Ah, il m'a déconcentré. Hein, c'est ça. Mais il faut laisser Texas tranquille avec. Hein. Ah, non, non, Voilà, en revenant. c'est mon Comment? frère. Comment? Non, pardon, c'est mon frère qui m'a écrit. Ah, ok, d'accord. Voilà, voilà, tout le monde est d'accord pour le fédéralisme et aussi, même, pourquoi pas, le démantèlement de Et la Chambre même, de et commerce. même pour les investisseurs, parce que parfois on a des investisseurs locaux qui manquent de clarté. Si l'économie est concentrée à Douala, dans une seule chambre de commerce, les investisseurs étrangers vont manquer de clarté. Il faut tout le temps passer par les mêmes personnes, ce qui est lourd. Comment on va dire, ça alourdit même les procédures, même juste pour devenir une entreprise exportatrice ou importatrice, et même pour ceux qui sont en local. Donc, le fédéralisme résoudrait non seulement l'économie, la politique et même le social. Ok, d'accord. Nous sommes tous d'accord que le fédéralisme, vraiment, c'est même, je pourrais dire, c'est la clé de tout. Mais certains diraient aussi que le fédéralisme pourrait être purement politique, ce qui signifierait que peut-être euh, pour avoir, n'est-ce pas, cette occasion au niveau de son implémentation, il faudrait beaucoup plus se baser sur les démarches politiques, à savoir le référendum, si c'est possible, pour l'avoir, ou alors quelqu'un capable de porter le flambeau. Mais par contre, la décentralisation de la Chambre de commerce serait encore beaucoup plus dans le cadre économique ou avec la puissance, bien entendu, peut-être du peuple, tout peut facilement se résoudre. Moi, je vais même plus loin dans ma réflexion. Ok, on décentralise la chambre de commerce, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne nous mettra pas des prête-noms? Donc, moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de notre démarche. Le combat ne doit pas juste s'arrêter à la chambre de commerce. Le combat, c'est toute une idéologie qui doit être transformée et mise en place. Donc, le combat ne doit pas juste s'arrêter à la chambre de commerce. Il faut transformer totalement nos pensées, notre façon de faire. On doit remettre sur pied nos traditions, nos chaufferies. On doit remettre en lumière notre culture. C'est tout un, comment on va dire, une refondation de notre société. Donc, on peut bien refaire la chambre de commerce, mais le blocage on peut être confronté justement au blocage de l'éternel, comment on va dire, l'éternel prête-nom. On a des Pleinement. entreprises ici, des Bamileke, avec les noms des forestiers devant, qui Oui, sont des cela pourrait prête-noms aussi des signifier Bamileke. que si peut-être Mhm. les gens s'engageaient à ne pas, ou alors à ne plus laisser passer ce qu'ils produisent, n'est-ce pas,
par exemple, vers la Chambre de commerce qui est déjà représentée par d'autres personnes, c'est-à-dire des gens qui décident de commercialiser autrement sans plus s'intéresser à la Chambre de commerce, ça pourrait aussi peut-être démanteler celle-ci. Comme Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et j'y avais pensé d'ailleurs. Enfin, j'avais pensé à une voie de contournement, mais il faut dire que ce que tu dis, la limite de ça, c'est que les paysans ont besoin d'argent. Les paysans ont besoin d'argent pour se soigner. Ils ont besoin d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils vont pas donner le sac de cacao à l'école publique pour que son enfant aille à l'école. Il va pas donner une bassine de... Sagesse, s'il te plaît, ton micro, bonjour. Il va pas donner une bassine de mangue au professeur pour qu'on prenne la première tranche de son enfant. Donc, il a besoin d'une monnaie. Et c'est pourquoi il se retrouve en train de vendre ses cultures à ces gens-là. Maintenant, Effectivement, il tout à peut fait. avoir vraiment des voies, oui, générales. Non, je disais simplement pour ajouter à ce que tu disais qu'en effet, Oui, et justement, il peut avoir des voies de contournement, au moins pour le domaine du cacao, qui consisterait à faire barrage. C'est en cela que nos élites auraient pu nous aider, mais je vois qu'on est esselé parfois dans ce combat. Peut-être qu'ils nous épaulent, mais d'une manière dont je n'ai malheureusement pas peut-être connaissance. On aurait pu faire barrage au cacao, ça aurait donné un coup de pouce à ce combat, parce que ça aurait fait un tollé médiatique de voir qu'il n'y a pas eu de campagne. La campagne cacaoyère au Cameroun a échoué. Ça aurait fait un tollé jusqu'en France, jusqu'à tous les pays. On devait dire, mais pourquoi c'est échoué au Cameroun cette année? On aurait fait juste un barrage, c'est-à-dire on achète tout le cacao, on stocke dans nos différentes maisons du village et ça reste comme oui, ça. comme comment on appelle ça, comment il s'appelle encore là, au Fort Bonny, avait eu à faire ça en Côte d'Ivoire. mais vous n'avez pas vu ce que Gbagbo avait essayé de faire, ce que ça lui a coûté. Voilà, justement. Oui, là, il a fait ça en tant que président. Si c'est que les gens qui sont concernés par le problème, comme les enfants de la forêt et les élites qui les accompagnent, on bloque le cacao. C'est-à-dire, chacun va dans son village, il trouve la personne, c'est qui se positionne comme coxeur à ce moment-là. Il Non, ouais. rassemble le cacao, il sait que, On en avait ok, j'ai parlé. l'argent, ça ne me coûte rien de réquisitionner le cacao. Je mets dans les maisons, mais les gardiens. Même si on n'a pas un grand entrepôt qui peut Et toquer le tout, on il a y a quand même beaucoup des petites de maisons. cacao au Cameroun, hein. Moi, j'ai vu un communiqué qui est passé là, dans les forums où il y avait quasiment 700 tonnes qui étaient disponibles, mais qui va donc acheter? Multiplie 700 tonnes par le kilo déjà pour avoir le kilo de 5500 déjà. C'est pourquoi je dis nos élites auraient pu nous aider. Ça veut dire, même Une si tonne, c'est nous 1000 autres, on kilos. va mettre l'argent, comment? J'ai dit une tonne, c'est 1000 kilos. Ah, des 5 Une millions tonne. par Voilà. tonne. Hein? Ouais. Donc, 5 Il y a millions par 700, il y a tonne. dans 700 tonnes. Nous avons une tonne qui est 1000 kilos, tu multiplies, Ça fait normalement, 5 c'est presque 500. 6000, bon, 6200, 5220 francs fois 1000. C'est juste que je veux Excusez-moi, je pas non plus commence à taper faire sur les nos calculs. élites en public, Ça fait mais 5 s'ils avaient millions voulu nous 500 aider dans ce truc, par tonne. ils auraient pu agir au moins dans ce sens-là. Et tu multiplies maintenant par 700. C'est beaucoup d'argent, monsieur. Est-ce qu'on les a, les sous? Ouais. Parce que les Ça va, élites, ça On n'a va pas dans besoin les de 3 prendre la milliards totalité. Le 500 quelque but, chose de mille. Afronet, je disais, 3 ils milliards n'ont pas besoin de 656. réquisitionner la totalité du cacao disponible. Le but, c'est de faire échouer la campagne dans la mesure où ça sera inférieur à ce qu'on a l'habitude de prendre. Si on a l'habitude d'avoir 1000 tonnes, par exemple, et personne ne pourra nous aider. Bon, si personne ne peut nous aider, c'est dommage. On est tout seul. Et en plus, on est Non, tout seul, nous sommes nous combien? pouvons nous aider nous-mêmes. Compliqué. Donc, on- Nous pouvons nous aider nous-mêmes. On va s'aider nous-mêmes, de toute façon. Euh, je pense que pour cette année, excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer, quand même. non, mais de Oui, toute vas-y, façon, vas-y, j'étais à la vas-y. conclusion. J'ai un appel. Continuez, s'il vous plaît. Sur ce que tu as dit, moi, je pense que, oui, sur la question du cacao, j'écoute souvent ce qu'Abdel nous dit parce que lui, il a beaucoup plus d'expérience là-dessus. Est-ce que tu dis est totalement aligné à ça?
Moi, j'évite souvent de me mettre un peu dans cette histoire de cacao parce que, de un, j'ai pas les milliards de francs CFA pour trouver une solution immédiatement. Et de deux, c'est un peu complexe cette histoire pour moi, en tout cas. Donc, moi, c'est surtout au niveau de la forme du fédéralisme là, parce que c'est bien beau Cabral, le frère Cabral Libi nous propose le fédéralisme communautaire. D'accord, moi ça ne me pose pas de problème. Mais moi, c'est un niveau de quoi qui nous met là-dedans? Parce que moi, mon problème, c'est que tout ceci soit axé au niveau des droits des autochtones. Le chef d'État avait déjà amorcé la décentralisation. Même si elle n'est pas totale, même si elle n'est pas territoriale ou effective, il y a déjà quand même quelque chose. Je pense que si les gens avaient une volonté de respecter l'État, de respecter la notion de l'État, nous, à notre époque, tu vois, à Fronet, on nous apprenait à l'école, quand nous étions encore, voire au collège, tout ça, les années de lycée, on nous apprenait, on a suivi souvent l'éducation civique. Je ne sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui au Moi, niveau je de avec les enfants, l'enseignement. avec les couteaux là partout. Oui, nous avions l'éducation civique à l'époque. On nous apprenait les droits et les devoirs des citoyens, les droits et les devoirs du chef de l'État, tout ça, comment la citoyenneté, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais quand on regarde un peu de près, ces jeunes-là qui, soi-disant, qui prennent la parole, qui engagent quand même l'État camerounais sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression que sur 10 Camerounais, il y a 9 Camerounais qui sont quasiment à l'ouest, et je dis bien à l'ouest, dans le sens propre. Ils sont de l'ouest tous, et ils ont tous le même discours. Un discours c'est-à-dire totalement déconstruit de la réalité, un discours bourré de mensonges, du verbiage, pour il y a 2 ou 3 qui sont pas guéris dans l'histoire, verbiage, mensonge, distraction. C'est à se demander, mais est-ce que ces gens sont camerounais? Parce que quand tu parles, moi j'ai eu un petit débat une fois, nous étions chez Bobson, dans l'autre, Calvin Nana, on parlait du fédéralisme. Et même chez Ducamer, on a abordé la question du fédéralisme il y a quelques jours. J'entends les gens nous disent non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais il faut comprendre il faut que les autochtones doivent simplement faire valoir leurs droits. Tout le monde peut être autochtone aujourd'hui au Cameroun. Ça a été décomplexé, moi je dirais même que cette notion a même été exorcisée. Tout le monde peut être autochtone, tout le monde peut bénéficier, tout le monde est content d'être de quelque part. Pourquoi ça pose un problème toujours au même? Il y a plein de pistes que nous pouvons étudier. Parce qu'il est nulle question ici que les gens se sentent autochtones. Parce que si vous vous sentez autochtone, si nous nous sentons autochtones, mais est-ce que qui va encore nourrir ces gens? Moi, j'aime bien entendre des gens qui viennent nous dire, oui, vous êtes des feignants, vous êtes des paresseux. Mais attendez, mais ce sont, jusqu'à preuve du contraire, ce sont ces paresseux qui vous nourrissent. Ce sont ces paresseux qui vous donnent à manger. C'est le fruit du labeur des parents de ces paresseux-là que vous venez exploiter. Je dis bien exploiter. Vous exploitez le filon, le travail des autres. C'est ça le travail peut-être? S'asseoir à la chambre de commerce toute la nuit, appeler 2 ou 3 numéros de téléphone parce que, soi-disant, tu sors des montagnes, que tu te prévaux d'être un ayant droit de ce fruit-là. Non, il n'est plus question de cela. Moi, je dis non, il n'est plus question de ça. Le fédéralisme ici, qu'il soit communautaire, qu'il soit même ethnique ou régional, qu'il soit même asymétrique, moi, je pense que nous devons aller vers cela. Copions l'exemple du Canada, qui est sur un modèle, si je ne me trompe pas, qui est sur un modèle asymétrique. Où d'ailleurs, les entités fédérées ont un pouvoir étendu sur le rapport des autres. J'avais fait j'avais fait une magnifique note dessus quand j'avais fait l'exposé sur le fédéralisme communautaire avec Cabral Libi. Je peux me tromper, si les gens la définition exacte là, je pense que grosso modo c'est dans cette définition là, pouvoir étendu par rapport aux autres des régions, tout ça, nanani, nanana.
Copions le Canada, ça se passe bien chez eux. Ça se passe mal là-bas. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est une forme de... Je pense que l'Éthiopie est sur un fédéralisme ethno-linguistique, un truc comme ça qui est sur la base basé sur la langue. L'Éthiopie, par exemple. Le Niger, il y a quand même à côté de nous, là. Il y a tout ça. Nous avons vu l'Australie qui reconnaît les aborigènes. Tout ça, ce sont que... Il y a beaucoup de choses, même les États-Unis, l'Inde même aussi, l'Inde, pareil. L'Afrique du Sud aussi, même s'il y a une forme de centralisation, je pense qu'en Afrique du Sud, il y a certaines communautés là qui sont quand même responsables de leur propre machin. Donc, tout ça, ça s'inscrit en droite ligne avec ce que nous décrions. Il faut reconnaître les droits culturels des peuples. Il faut que l'État donne un peu plus d'autonomie politique et économique au peuple. Il faut qu'il y ait une participation équitable. Nous demandons l'équité. Est-ce qu'on agresse les gens ici, non? On n'agresse pas, mon frère. Nous demandons l'équité, Afronet, je pense. Je te dis, non. Et nous demandons en dernier lieu, en conclusion, pour dire quoi? En dernier lieu, nous demandons quoi? De tout ce que j'entends souvent ici, quand Abdel parle, quand tout le monde parle. Nous demandons que nos terres soient protégées, que nos ressources soient justement bénéficient à ceux-là, aux ayants droit, tout simplement. Nous voulons que nos terres soient protégées et que nos ressources nous bénéficient à nous-mêmes. C'est tout ce que nous demandons. Bon, grand frère, moi j'ai une question. Hein. Moi j'ai une question. Désolé de te couper. Je vais conclure, tu vas poser la question, s'il te plaît. Ok, vas-y. En conclusion, nous devons adopter un discours qui est axé autochtone. Quelle que soit la forme de fédéralisme, la forme de l'État ou la forme de revendication que nous devons faire, communauté, association, comme Abdel dit souvent, fondons, mettons sur pied des associations. Mettons sur pied des associations. Parce que quand il y a déjà un groupe, quand il y a déjà quelque chose qui est communautaire, il y a déjà des intérêts communs, il y a déjà une solidarité derrière. Ça fait déjà qu'on peut faire plier certaines décisions politiques. Et je pense que ceci n'a que des avantages dans le cas de figure dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça ne peut être que bénéfique. Je pense même que ça se doit d'être même au centre de tout ce que nous allons faire. Association, union, communauté, tout ce que vous voulez. Nous avons ça. Donc, fédéralisme asymétrique, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le cas du Canada, par exemple, qui reconnaît aussi les aborigènes et tout. Pour le cas, par exemple, aussi de l'Afrique du Sud, etc., etc. Et peut-être aussi un fédéralisme multiculturel, pourquoi pas? Nous allons prendre nos frères Bafia, nos frères Osananga, nos frères Eto, nos frères Ekam. Nous allons faire notre territoire sur du multiculturalisme, si vous voulez. Nous pouvons même aller sur un fédéralisme ethnique ou régional, voire même ethno-linguistique, comme celui qui est en Éthiopie. Les étones avec les étones, ceci, chacun essaie d'être sur son bout de terre. Ça peut se faire. Donc, en conclusion, mes frères, continuons de demander ce qui nous est dû. Donc, Monsieur Mbarga François, je te salue. Oui, grand frère, ma question était basée justement sur le fédéralisme en question. En t'écoutant, sauf si je reçois mal peut-être ton apport, mais je voudrais savoir, est-ce à dire que le fédéralisme jusqu'ici serait un peu difficile par rapport peut-être au président en poste qui peut-être est pour l'État unitaire, c'est ça, non? Est-ce que à cause de ça, on ne peut pas facilement accéder à ce fédéralisme communautaire, c'est-à-dire que toutes les communautés soient peut-être autonomes? Est-ce que même avec l'État unitaire, on peut toujours accéder à cette autonomie?
Oui, moi je vais te En répondre que parlant, sur l'État en parlant de unitaire la chambre de commerce aussi, je décentralisé. Ah, pardon, j'avais pensé que tu avais fini ta question. Non, 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 vas-y, j'ai fini. Oui, ta question elle est simple. Je vais commencer par la dernière, d'ailleurs, par la fin. L'État unitaire centralisé, il faut comprendre, décentralisé autant pour moi. Nous sommes sur la forme de l'État unitaire décentralisé depuis 1884. C'est mentionné dans la Constitution qui est en vigueur, celle de 72. Oui, que nous utilisons, révisé en machin, blablabla, jusqu'à la révision. C'est tout la même chose de toute façon. La forme de l'État ici, c'est ça le problème. Il faut comprendre que le fédéralisme en lui, ça, c'est un système politique, évidemment, comme l'État unitaire d'ailleurs, dans lequel on va avoir plusieurs entités, soit les États, soit qui vont peut-être les confédérations, si vous voulez, là. On a aussi, d'autre part, les régions, comme c'est le cas chez nous. Et comme nous avions à l'époque, avant de passer au système des régions, nous avions des provinces avant. Et ces entités de l'État-là vont s'unir pour former un État fédéral. Et celui-ci va conserver une certaine autonomie dans les domaines de compétences de ces différents États. C'est un peu littéral la définition comme ça. Ça veut simplement dire que les provinces vont se former en quelque sorte en petits États qui vont être fédérés. Nous aurons un État central, mais les petits États auront un pouvoir dans tous les domaines de compétences de l'État. C'est-à-dire le pouvoir régalien va être transféré au niveau de tous ces petits États selon ce que nous allons convenir ensemble. Ça veut dire ici c'est la sécurité qui est le pouvoir, enfin qui fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. Si c'est la sécurité, il y aura une police. Vous allez voir dans le cas, par exemple, de la Suisse, il y a la police cantonale, je sais pas quoi. Vous allez en Espagne, vous allez avoir des polices, la Guardia civile, machin, blablabla. Bon, on va essayer de s'organiser comme ça. Si c'est la justice, ça sera un peu comme aux États-Unis, l'État du Kansas. Je prends un exemple comme ça. L'État du Kansas va dire que non. Bon, ceux qui sont dans l'Ohio, ils vont adopter la peine de mort, etc. C'est un peu ça. Maintenant, dans l'État décentralisé, par contre, il y a eu des choses, il y a eu, si vous voulez, en 2019, le code des collectivités justement, qui concerne ces États décentralisés avait été voté. Et là-dedans, on dit quoi? La décentralisation, quant à elle, va tout simplement transférer certaines compétences de l'État à ces collectivités décentralisées, c'est-à-dire les compétences vont être transférées avec les financements adéquats. Donc, tout simplement, l'État reste toujours là, l'État a toujours une forme, le pouvoir est quasiment un peu centralisé, hein. C'est pas comme en France. En France, on a toujours l'État central qui contrôle tout. Mais cependant, si toi, Marga, tu vas aller, si moi, par exemple, je suis ici à Toulouse, je n'ai pas besoin de voir Macron. Nous avons un maire ici à Toulouse qui représente dignement l'État et tout est décentralisé. Si je veux faire un document, je n'ai pas besoin de monter à Paris pour le faire. Je fais le document ici à Toulouse, j'ai même pas besoin d'aller à la mairie centrale de Toulouse, à la place Capitole. Je la fais ici dans mon quartier, ici en Palo. Chaque quartier a sa mairie de quartier. Tout est décentralisé en fait. Nous trouvons tout ce qui représente l'État dans quasiment toutes les circonscriptions de la collectivité urbaine. Même chose pour les richesses. Même chose pour le partage des richesses, par exemple. Oui, même dans le partage des dividendes, ça va être décentralisé. Moi, par exemple, si je prends le cas du conseil général, par exemple, pour les gens qui veulent aller dans le domaine des formations ou bien dans le domaine tout ce qui est réinsertion, machin. Bon, bref, on va rester sur le cas du domaine des formations. Quand tu veux être rémunéré, c'est le conseil régional qui te rémunère. Et nous, ici, nous avons fusionné, par exemple, la région de l'Occitanie. Bon, nous étions la Haute-Garonne. Aujourd'hui, ça a fait l'Occitanie avec Monsieur Hollande qui a fusionné la région qui est à l'Hérault, où il y a Montpellier, tout ça, Montpellier, l'Hérault, Béziers, tout. Nous sommes déjà une grande région qui a fusionné. Avant, c'était peut-être 7 régions. Il a fait comme ça. Enfin, avant, c'était 4 régions différentes à peu près. Il les a fusionnées pour faire ça. Donc, le conseil régional du sud de l'Occitanie va être autonome de ce qui est décidé, par exemple, en Gironde. Gironde, c'est Bordeaux, c'est à 240 km d'ici. Ou ce qui est décidé dans la région PACA,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est Marseille, par exemple. On va voir ceux qui sont dans l'IDF, l'Île-de-France. Ils n'ont rien à voir. Personne, on n'est même pas au courant des gens. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais t'expliquer. Maintenant, dans le cas du fédéralisme, on va être dans ça. Mais il y a toujours, l'État a toujours un contrôle, une décision centrale. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si on veut, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple dans l'État unitaire décentralisé? Oui, Macron va décider sur les lois, il va décider sur tout ce qu'il veut. Le ministère de l'Intérieur, il n'y en aura qu'un seul, de toute façon, qui va décider sur toute la politique intérieure de la nation. Or, dans le cas du fédéralisme, c'est plus le cas. Ça dépendra de ce qu'on va décider. Est-ce qu'on va laisser à l'État le rôle le pouvoir de gérer tout ça, ou bien nous allons dire que non, l'État va simplement légiférer sur certaines questions critiques de la nation, par exemple la guerre ou les référendats ou tout ce type de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que sur la question du chef de l'État actuellement au Cameroun, j'ai envie de te dire, mon frère, tu me poses une colle parce que ce qui se passe dans la tête de son excellence Paul Biya, lui seul sait ce qui s'y passe. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il va décider pour ce qui est de la forme de l'État qu'il pourra choisir ou pas actuellement. Je préfère simplement rester dans les notions. Enfin, je pose la question justement parce que on est là pratiquement dans un régime justement qui a choisi un système de gouvernance, celui qui est on appelle comment, l'État unitaire décentralisé. Et en ce sens, je ne sais vraiment pas si ça pourrait, parce que ça a quand même mis long, et je ne sais pas si ça pourrait changer d'ici la fin, que justement, c'est ce fédéralisme communautaire que l'on souhaite tant arrive. Mais là aussi, on doit interpeller peut-être l'aspect politique. Bref, je ne sais pas, c'est des questions qui taraudent, parce que même au niveau de l'autochtonie, on a toujours ce problème. On a toujours ce problème. Peut-être il faudrait qu'on ait véritablement ce fédéralisme communautaire pour que même nos terres nous soient restituées et que chacun puisse être justement autonome de sa localité. Donc, en fait, Mais donc, oui, ce n'est pas un choix. Il faut comprendre que nous avons une histoire politique assez particulière. N'oublions pas justement lorsque nous avions été placés sur tout ça, même c'est parce que l'Allemagne avait perdu la guerre. Sinon, je pense que je ne dis pas que ça aurait été un peu plus jovial, mais il faut simplement regarder les pays qui ont été sous la colonisation allemande, pour ne prendre que le cas de la Namibie, qui est un pays très très développé. Si vous regardez la Namibie aujourd'hui, va faire un tour sur TikTok, mais tu vois sur YouTube et compagnie, quand tu regardes la Namibie, tu as l'impression de voir les États-Unis en Afrique. C'est un pays qui fait pas de boucan, mais ils sont extrêmement développés, la Namibie, pour ne citer que ce cas-là. Bon, la malchance que nous avons eue, c'est d'avoir, et pour reprendre les mots d'Aimé Césaire, hein, que le malheur de l'Afrique a commencé lorsque nous avions croisé le chemin, justement, de cette France prédatrice-là. Bref. 1961, il y avait une république fédérale entre 61 et 72, n'oublions pas la date du 20 mai aujourd'hui, qui était composée d'ailleurs de 2 États fédérés, hein. Vous le savez, le Cameroun anglais, britannique et le Cameroun sous administration française. Nous avons signé, il y a eu la fameuse fête du 20 mai 1972, parce que je pense que le référendum est passé en 71, si je ne dis pas de bêtises. En 1972, le 20 mai, on se dit, bon, on va être un Cameroun, on va faire la réunification des 2 entités, parce que tu me poses une colère, je n'ai plus je vais maintenant aller fouiller dans mon cerveau. Justement, parce que je sais que tu es assez capé par rapport à ça. Parce qu'il faut comprendre, le Cameroun français, administré par la France, qui était 80% de notre territoire, et 20% c'était la partie anglaise. Il y avait le Northern Cameroun, le Nord Cameroun, effectivement, qui avait intégré le Nigeria après le référendum, là, qui a eu la fameuse réunion de Fumbanla. Et le Southern Cameroun, le Sud, qui a fait plutôt le choix de se réunir au Cameroun français aussi en 61, qui est d'ailleurs la date de l'indépendance de cette partie du Cameroun. Donc, les 2 Camerouns fonctionnaient, je ne peux pas te dire à merveille ou pas,
parce que je ne veux pas m'attirer les foudres de Yaoundé, mais je pense que c'est un choix politique de réunir les deux Cameroun aujourd'hui. Bon, ça a créé ce que ça a créé. Il y a eu des querelles sous-jacentes à cette fameuse réunion de 61 là. Bon, est-ce que moi j'ai le droit de peut-être en parler? Je ne sais pas, mais je peux te dire que les deux États fédérés ont bien existé au Cameroun, donc pourquoi pas repartir sur ce type de fédéralisme, sachant que nos compatriotes du NOZO ont demandé lors du grand dialogue justement qu'on revoie cette question qu'on la remette au goût du jour. Mais je pense que le chef d'État a été assez intelligent pour comprendre que faire un fédéralisme linguistique ne fait que nous faire perdre, nous les autochtones de la région francophone, nous les peuples de la forêt. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que les peuples qui constituent aujourd'hui les anglophones soi-disant du Nord-Ouest sont à 98% issus des Grassfields, c'est-à-dire ils ont les mêmes liens avec ceux qui sont dits Bamileke du côté francophone. Donc s'il fallait faire un fédéralisme linguistique, ça pose un problème, parce que ceux du Sud-Ouest sont Ekansawa et Chichera. Donc ça crée quelque chose. Moi je pense que c'est comme ça qu'il a réfléchi. Moi je me suis basé un peu sur l'étude ethnologique de ces régions-là. Et j'ai peut-être compris à ma façon, je la partage avec vous si quelqu'un a un autre élément, il peut aussi nous le dire ici. Donc moi, je pense qu'il a réfléchi ainsi. Aller sur un fédéralisme linguistique est un problème. Parce que le Nord aussi, il faut comprendre que nous avons aussi des langues officielles qui sont définies au niveau du Nord, etc. Il y a le Fulbe et tout, qui sont des langues qui commencent déjà à être insérées au niveau du Cameroun. Donc, voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question. Je vais éviter d'aller sur l'affaire de comment le chef d'État envisage ce fédéralisme-là. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu penses, ou alors, où est la grosse différence entre le libéralisme communautaire et le fédéralisme communautaire? Pour le libéralisme communautaire et le fédéralisme, comme je t'ai dit ici, nous allons sur quelque chose d'un peu plus costaud. Parce que le libéralisme communautaire, je n'ai pas lu le livre de son Excellence Paul Biya, j'avais juste vu le condensé de ce qu'il proposait dans son administrer. Il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'on mette l'État au centre des affaires. Parce que son Excellence Paul Biya avait d'ailleurs compris, il y implémente une vision, ça c'est ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai pas encore lu son ouvrage là. J'ose croire que je le trouve un jour parce qu'il est trop cher. Je ne sais même pas si Abdel Karim a une copie de cet ouvrage de son Excellence Paul Biya. Donc, administrer, travailler avec l'administration, responsabiliser, décentraliser, mettre sur pied une politique assez forte, une politique économique forte, une politique, comment dirais-je, de sécurité assez forte. Mais malheureusement, le chef de l'État croise sur son chemin, l'administration camerounaise et l'État profond. Donc, moi je pense que si ce monsieur nous entend, s'il peut nous faire un cadeau de nous laisser quand même cette histoire de fédéralisme, parce que nous avons connu, comme j'ai dit, l'époque coloniale a été cruciale. Ça nous a fait beaucoup de mal. On a divisé des peuples qui étaient liés entre eux. D'une part, par la langue, parce que nous avons aussi nos frères qui sont dans le sud-ouest. Hein. Faut pas l'oublier, ils parlent anglais. Il y a certains de nos frères qui ont été envoyés, on a déménagé même les autres, on les a envoyés même au Bénin et tout ça. Il y a plein de tribus, même au Cameroun, qui ont été exportées vers là-bas parce qu'ils cassaient un peu les pieds. Les Banènes, par exemple, aujourd'hui, qui ont connu aussi un grand génocide, on n'en parle jamais. C'est quelque chose qui a été fait aussi au Cameroun. Je pense on pourra arriver à déclassifier tous ces dossiers-là au niveau de l'ONU. Pour le moment, les dossiers ne sont pas encore déclassifiés. Je vais m'éviter de faire des commentaires qui peuvent me coûter la peau des fesses demain. Mais bon, pour conclure sur l'héritage colonial dont nous avons eu droit là, ça n'a pas été un choix. Je pense que la décision de rester sur un État unitaire décentralisé n'a pas été un choix facile.
Parce que comme je vous ai dit, quand vous allez voir, pour ceux qui aiment bien chercher, si tu vas chercher par exemple, tu comprendras l'histoire de John Gufoncha et tous ces machins-là. J'aime pas souvent trop parler de l'histoire des anglophones parce que je préfère que les anglophones eux-mêmes parlent souvent de cette histoire parce que d'une part on dit oui, il y a eu tromperie, d'autre part on dit non, il y a eu ci, il y a ça. Bon bref. Donc je te donne quelques billes. John Gufoncha et la fameuse réunion de 1961 là en Fumban là, tout ça, tu verras plus d'éléments. Donc il y a eu quelque chose qui a été créé sciemment pour nous diviser, pour pouvoir contrôler le Cameroun et activer ça à chaque fois qu'ils voudront utiliser nos ressources, ils voudront faire pression. D'ailleurs, je vais sortir par cet élément-là. L'Allemagne l'a déclaré à l'époque de Merkel. Merkel a dit à Macron que nous n'allons pas laisser notre territoire. Et quand ils disent notre territoire, c'est à qui ils font allusion à qui? Ils font allusion à nous, le Cameroun. Et le Cameroun tel qu'il était allemand. C'est pas le Cameroun français que nous voyons aujourd'hui là. Le Cameroun tel qu'il a été, c'est-à-dire les plus de 960 000 km² que nous possédions à l'époque. Ils l'ont dit, les Allemands. Nous allons revenir au Cameroun. Maintenant, ils vont revenir comment? En tant qu'amis? Parce que quand on voit déjà que Madame Tukmush là a envoyé tous les ingénieurs Bamileke en Allemagne, j'ai envie de me demander par comment ils vont revenir, puisque eux-mêmes encore ils ont signé des accords avec les mêmes ressortissants des Grassfield pour coloniser, afin de coloniser le Cameroun en interne. Les ingénieurs là qui sont rentrés avec 150 faux diplômes. Oui, c'est eux qu'on a rapatriés avec 150 faux diplômes là, justement, c'est eux. D'accord. On a donc fait comment pour les dénicher. Donc, voilà les éléments que je pouvais t'apporter à mon petit niveau, j'espère, en espérant que que tu aies pu, Oui, que j'ai pu répondre à ta question. c'est très enrichissant. Merci d'ailleurs. Je n'ai pas tout dit. Moi, je n'ai pas le niveau d'Abdel Karim. Moi, j'essaie de Non, me c'est rappeler clair deux, trois éléments que j'ai dans la tête qui traînent. vous travaillez en symbiose. Donc, si on a vu Abdel, on a vu Mbangando, ça va. C'est les mêmes gens. Donc, en fait, mes questions étaient à la suite des propos de Texas, justement, qui prône, comme moi, pour le fédéralisme communautaire. Parce que je crois toujours que avec le fédéralisme communautaire, nous pourrons justement créer ou alors libérer les énergies, pour ne pas citer quelqu'un, libérer les énergies de chaque communauté, justement, et puis qui ne seront pas justement, comment je vais dire, butés à un certain système ou alors contre un certain système où les ressortissants de ces communautés justement ne pourront pas mieux s'évader. Donc, je pense justement à nos terres, à nos cultures, à tout le travail que nous abattons. Parce qu'on ne peut pas dire que la région du sud, du centre, et du littoral et que sais-je, sont des grands travailleurs, mais malheureusement, on a l'impression justement que ceux-ci ne bénéficient pas justement à pleine mesure de leur richesse, et c'est ça qui fait un peu mal. Et nous autres, nous croyons justement que si on arrive au fédéralisme communautaire, justement, nous aurons cette possibilité-là de mieux se mouvoir et justement que les cartes soient redistribuées, comme quelqu'un le dit très souvent. Et donc, vivement. Le chef d'État avait fait un travail, mais incroyable. Parce que tu as bien fait de le dire tout à l'heure, le chef d'État avait fait un travail incroyable. Quand vous regardez un peu je vais regarder un reportage, je pense, de M. Oswald Baboké, et puis qui ont fait un travail magnifique sur cette histoire de libéralisme, de comment est-ce que on va gérer la cité. Dans tout ce que le chef d'État essaie de faire jusqu'ici, je ne le dis pas par fanatisme, les faits sont là. Malheureusement, les faits sont là. Les faits sont têtus. Les faits sont là.
Parce que le chef d'État a voulu implémenter une politique où il fallait concilier, comme j'ai dit tout à l'heure, 1984, il va proposer la République du Cameroun. Il faut fédérer tous ces gens, parce que nous sommes une mosaïque de culture, et en même temps aussi nous sommes une mosaïque historique. L'histoire des Écans n'est pas la même que l'histoire des Grassfield, ni des Bamoun, ni, non, ou c'est du Nord. Non, chacun a son histoire dans son peuple. Il y a eu des résistances. Donc, il faut concilier tous ces gens qui ont des histoires différentes. Comme je disais pour les Banènes, pour le cas des Banènes, le cas des Mbo, les Nyokon, les Bonquins, tout ça, ce sont des histoires douloureuses. Donc, il faut essayer de mettre justement les libertés individuelles, ces gens-là, au centre, tout en prenant une forme d'équité, si vous voulez, d'égalité des droits humains. Parce que, ça m'a rappelé un ouvrage là que j'avais lu, j'ai oublié le titre mais je pense que c'est un monsieur Bassa qui avait écrit sur Paul Biya là-dessus de toute façon, où il disait que ce monsieur était un travailleur, un administrateur hors pair. On ne pouvait pas reprocher, c'est-à-dire même une minute de retard, il n'avait pas. Vous savez que quand Paul Biya arrive, enfin, son excellence Paul Biya arrive au Cameroun, il fait quand même près de 10 mois de chômage. Il a quand même il a été chômeur au Cameroun. Les gens pensent qu'on est allé le chercher. Ça y est, il était président. Non, il a chômé. Il a essayé de trouver du travail. Il a peut-être été, parce que c'est un peu les autres personnes vont dire oui, c'est le travail de Ojoula, tout ça, le réseau France-Africain. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Moi, je demande à ceux-là, je leur demande de nous ramener des éléments. Pour revenir à ce que je disais, c'est-à-dire les libertés individuelles. N'oublions pas que le chef d'État débarque quand même. Il va libéraliser la parole. Les gens parlent. Les médias commencent les langues voilà. Même si les gens sont timides parce que nous avons vécu. Il enlève même des visas. Il enlève même les visas. Oui, il va faire ça. Il va justement, comme je dis, l'union, le mec va venir pour que les gens. Voilà, les individus doivent être au centre des réflexions. Quand vous regardez toutes les politiques, voire même les programmes du chef de l'État, vous allez toujours voir que le Camerounais est au centre. Et c'est quelque chose enfin, quand vous regardez tous ces différents programmes et les discours, le Camerounais est toujours au centre de tout ce que le chef d'État essaie de mettre et d'implémenter comme politique. Et il faut que le Camerounais soit épanoui. Il va briser déjà cette histoire de mettre certains peuples en autarcie. Certains de nos compatriotes, il va les sortir de l'autarcie qui avait été prononcée, c'est-à-dire cette géole géante qui avait été mise sur la tête de ces gens, ces valeureux gens qui se sont aussi battus. Pour certains, hein, pas pour tous. Malheureusement, ça a permis aussi de lâcher le loup dans la bergerie par la même occasion. Oui, il faut que les gens s'épanouissent. Donc les Camerounais ont envie de vivre, ils ont envie de parler. Les libertés fondamentales, les libertés individuelles. La presse va se lâcher. Les partis politiques vont voir le jour. Le multipartisme, etc. Même s'il y a certains qui disent que non, on ne peut pas mettre ça on ne peut pas ajouter cette corde à son arc. Mais moi, je dis apportez-moi des contre-éléments. S'il n'y a pas de contre-éléments, je dirais que l'histoire nous apprend malheureusement que ça a été fait dans les années 94, 93, je pense, dans ces années-là. Le chef d'État était le président de la République. Les communautés ici sont reconnues. Le chef d'État dit quoi? Quand il va, je crois que c'était en 1991, quand il était à Marois, au nord, il avait prononcé un discours. Qu'est-ce qu'il va dire? Nous sommes tous des fils et des filles de ce pays, nous devons le construire ensemble dans le respect mutuel. Et je pense que le respect mutuel est entré dans la tête des gens qui sortent des montagnes, c'est parti de l'autre côté. Vous voyez? Nous sommes différents, et il dit autant aussi différents que nous sommes. Nous devons construire notre nation ensemble. Donc il invite certains ici de préserver leur identité culturelle, les valeurs des individus, comme j'ai dit, les libertés individuelles. Puisque le Cameroun est une mosaïque culturelle. Donc, comme je disais dans son programme politique de libéralisme communautaire, là, il y a aussi, comme j'ai dit ici, la décentralisation, comme on a parlé tout à l'heure. Décentraliser. Il faut que le gouvernement, il faut justement implémenter, voire même favoriser une forme
de gouvernance participative à l'échelle locale. On va créer les régions. On va sortir des provinces, nous allons aller aux régions. Ils vont mettre sur pied tous ces gens-là, les délégués régionaux, tout ça. On va responsabiliser les régions. On va leur envoyer tout ce qu'il faut. Même s'il y a des gens qui s'attellent à vouloir briser cela. Mais le chef d'État était très puissant. Moi, je ne parle pas de l'histoire économique parce que je ne maîtrise pas l'histoire économique autant qu'Abdel. Mais l'histoire politique, c'est là, devant les yeux de tous les Camerounais. Comment on peut dire que ce monsieur a échoué pendant 42 ans? Je me demande souvent que ces gens qui viennent débattre de ce monsieur, de cet individu, est-ce qu'ils ont un temps soit peu? Ils ont même ouvert un livre, un ouvrage historique. Est-ce qu'ils connaissent même la réalité historique de leur pays, le Cameroun? Un monsieur qui a tout fait pour que tout le monde puisse se retrouver au Cameroun. Donc, moi, je pense que le chef de l'État, nous allons le pleurer quand il ne sera plus là. Et je ne sais pas si Abdel a pour le libéralisme communautaire. Il me faut lire ses livres. J'ai juste eu des substrats et puis j'ai vu un peu le résumé sur Internet. Ça m'a l'air d'être quelque chose de très intéressant à lire parce que tous ceux qui ont lu ce livre, ils m'ont dit que c'est un livre magnifique et merveilleux. Et je sais que quand on lit même déjà les discours du chef de l'État, pour moi, c'est un plaisir de toujours lire les discours du chef de l'État parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à prendre et je vous exhorte même là, d'ailleurs, à le faire. Allez lire même les anciens discours du chef de l'État. Vous allez voir que ce monsieur a une vision, mais il est tellement en avance dans son temps, le monsieur. Oui, effectivement, parce que récemment, j'apprends même de lui que il y avait justement comment on appelle ça, les colons, même après avoir accédé au pouvoir, pratiquement 20 ans après, il y avait certains colons même qui recevaient encore un salaire, et c'est lui qui vient couper tout ça. C'est-à-dire qu'on avait encore un certain néocolonialisme. Je crois que tu parles des accords coloniaux. Oui, les accords coloniaux, effectivement. Et il y a beaucoup de choses qu'il est venu justement abolir. Donc, effectivement, quoi qu'on dise, le pays n'est forcément pas parfait, mais il n'est pas un enfer non plus. Et ce grand-père que beaucoup, justement, insultent et diabolisent partout, a aimé même, j'aime souvent parfois l'impression qu'il a aimé même ce qu'il insulte plus que c'est ce qui le valorise aujourd'hui. Mais tu penses que monsieur François Mbarga, vous pensez que ça coûte quoi au chef d'État de faire rapatrier tous ces perroquets-là qui vocifèrent sur Internet là? Rien du tout, hein, rien du tout. Voilà. Rien du tout. Encore que s'il n'y en a pas d'ailleurs au Cameroun. C'est l'État camerounais qui les subventionne même quand ils sont là-bas dans leurs états d'asile là. Voilà. Ils bénéficient encore des conventions qui sont signées par... Des conventions et tout, donc c'est soit des conférences... On étudiait une convention entre l'État du Cameroun et la France qui visait à former tous les migrants camerounais dans certains domaines. Et la France devait facturer cette prestation-là à l'État du Cameroun. Donc même les formations ne sont pas gratuites, contrairement à ce que les autres ont l'habitude de penser. Effectivement, tu fais bien de le dire, exact. Les formations ne sont pas